Ils ont coulé mon bateau et ils m'ont mis en prison. J'y suis resté 4 mois. C'est illégal de faire ça. En plus, ils m'ont demandé de payer 30 000 € pour les balles et les munitions utilisées et pour leur consommation de carburant. Bilan de cette journée noire, un mort, un bateau coulé, 4 bateaux saisis, une cinquantaine de marins turcs prisonniers. Un simulacre de procès s'est tenu à Odessa après le meurtre du capitaine Durmus. Une affaire réglée en 2 jours sans aucune condamnation. Pour récupérer le bateau, confisqué par les autorités ukrainiennes, le frère de la victime doit payer 450 000 € d'amende, une somme que la famille ne peut réunir. Ils disent que si on vient dans leurs eaux, ils sont prêts à tout nous prendre. Nos biens, notre vie, absolument tout. Beaucoup de pêcheurs n'y vont plus. Pour moi, c'est comme une déclaration de guerre. Imaginez un bateau de pêche sans aucune arme à bord. 2 vedettes s'approchent et lui tirent dessus. Comment faut-il interpréter cela? Dans un autre pays, c'était un motif suffisant pour entrer en guerre, mais chez nous, on accepte tout. Nos dirigeants laissent faire. Kiev, capitale de l'Ukraine. Le déclenchement des hostilités en mer Noire a sans doute été décidé par les plus hautes instances de l'État ukrainien. Ce pays appartenait autrefois au bloc soviétique. En 1991, il devient indépendant et nourrit depuis lors un fort sentiment nationaliste. Au ministère des Pêches, le secrétaire d'État cautionne l'action des gardes-côtes. Nos équipes de spécialistes sont prêtes à mener des négociations pour trouver un accord au plus vite. Mais dans le même temps, nous demandons à nos amis turcs d'expliquer à leurs pêcheurs les règles du droit international qu'ils doivent respecter. Car on n'est pas très heureux quand on se permet de violer le territoire de notre zone économique exclusive. La mer Noire est devenue une zone de conquête où chaque nouvel État veut étendre, renforcer sa souveraineté. À l'époque soviétique, la Turquie et le bloc de l'Est se faisaient face. Chacun protégeait ses eaux territoriales de 12 000. Les eaux internationales étaient pour les pêcheurs un espace de liberté. Avec l'éclatement de l'URSS, chaque pays riverain de la mer Noire, à l'exception de la Turquie, étend son espace maritime en créant des zones économiques exclusives de 200 000, 380 km environ. Dans cette mer fermée, les eaux internationales disparaissent. Les pêcheurs de Rumeli-Feneri perdent leur Eldorado. En 1996, les Nations Unies reconnaissent officiellement la zone économique exclusive de l'Ukraine. Pendant plusieurs années, la situation reste floue. S'ils sont informés du nouveau partage de la mer Noire, les pêcheurs turcs n'y accordent pas d'importance. Au printemps 2000, les autorités ukrainiennes leur envoient un message clair, leurs eaux sont désormais interdites. Quelques capitaines prennent peur, mais pour la plupart, ils ne veulent pas renoncer à une pêche aussi lucrative. Depuis 3 ans, ils braconnent. L'équipage de ce navire a échappé de justesse il y a 2 mois à un arraisonnement. On a pour 300 000 € de matériel à bord. Sur chaque bateau, il y a une trentaine de matelots et chacun doit recevoir sa part. Ces matelots viennent parfois de loin, de Samsun, Fatsa ou d'Ordu. Ils ont tous des familles à nourrir, alors comment faire?
On est bien obligé d'aller quelque part. Ces 3 derniers mois, on n'a pas bougé. On a perdu près de 120 000 euros. La base de Balaklava, près de Sébastopol. Le quartier général des gardes-côtes ukrainiens semble épargné par la déroute financière qui frappe tout le pays. Navires parfaitement entretenus, du fioul, des munitions, les gardes-côtes ont droit à un régime de faveur. Ils sont devenus, pour la jeune République d'Ukraine, un élément stratégique, l'instrument du pouvoir dans la mer Noire. Ils ont désormais une zone immense à contrôler. Nous ne sommes pas autorisés à partir en patrouille avec eux. Les journalistes étrangers n'ont droit qu'à une brève sortie en mer, assortie du discours officiel. Quand les pêcheurs refusent d'exécuter nos ordres, pour les prévenir, on tire en l'air à 45 degrés, pour montrer que nos intentions sont sérieuses. Nous utilisons tous les moyens prévus pour les obliger à s'arrêter. Nous avons même des pancartes écrites en turc et en grosses lettres pour que les capitaines puissent lire. Il y a écrit « Arrêtez-vous, vos actions sont illégales ». Nous savons que cette zone est pour les Turcs une zone de pêche traditionnelle. Ils travaillent ici depuis toujours. Maintenant, le partage de la mer entre l'Ukraine et la Turquie est défini. Les choses ont changé. Malgré tout, les Turcs poursuivent leur tradition, en sachant pertinemment qu'ils violent la zone économique exclusive de l'Ukraine. Ils font ça car ça rapporte gros. Les Ukrainiens disent que le turbo est une des richesses de leur pays, une richesse qu'ils n'ont jamais exploitée. L'espèce est particulièrement abondante le long des côtes de Crimée, mais il n'y a pas ici de tradition de pêche au turbo. Les hommes n'ont ni les équipements nécessaires, ni les moyens, ni le savoir-faire. Ce poisson n'est pas consommé dans ce pays et n'a jamais intéressé personne. Dans cette baie protégée à quelques kilomètres de Sébastopol, les pêcheurs remontent dans leurs filets les poissons dont les consommateurs ukrainiens sont friands. On pêche différents poissons, ça dépend des saisons. Dans nos filets, on trouve des sprottes, des anchois, des kilkas, des sardines. C'est pas le poisson qui manque. Le système des kolkhozes a disparu en Ukraine. Les pêcheurs vendent aujourd'hui leurs poissons aux restaurants de la ville ou à des particuliers. Leur activité reste néanmoins étroitement surveillée par un inspecteur d'État. Dimitri vérifie chaque jour les quantités rapportées. Igor arrive 1 heure plus tard. Il a posé ses filets en dehors de la baie. Il revient avec 3 turbos. Pour l'inspecteur Dimitri, il serait temps que l'Ukraine se réveille, qu'elle prenne exemple sur la Turquie, qu'elle exploite enfin ce trésor de la mer Noire. Les Turcs ont les moyens de pêcher le turbo. Il faut énormément de filets. Ici, les pêcheurs n'en ont que 50, alors qu'il en faudrait 500. Mais je pense que dans 2 ans, on sera mieux organisé. On va s'agrandir. On pourra nous aussi pêcher le turbo.